30e anniversaire l'année prochaine. On va faire des célébrations particulières pour signifier cette 3e décennie de culture écologique. Ça va probablement être un peu un tournant aussi pour nous parce que, bon, on commence à avoir besoin d'un peu plus de temps pour nous. C'est extrêmement exigeant ce qu'on fait. On a rendu une équipe de 5 à travailler dans le jardin comme ça. On a envie de réduire un tout petit peu nos activités, mais on va continuer quand même à recevoir des gens et à développer les jardins. Mais on va changer notre formule à partir de la 31e année. On va faire un petit peu moins de choses et on va s'offrir du temps. C'est très important. Et surtout, on va s'offrir du temps dans le jardin. Ce qu'on a de moins en moins, parce que c'est nos employés, nos stagiaires qui travaillent dans le jardin, puis nous autres, on est à l'administration, à l'intérieur, ce qui devient, à un moment donné, un tout petit peu frustrant quand notre passion dans la vie, c'est le travail de temps. Alors, combien parmi vous sont déjà venus et m'ont déjà entendu raconter l'historique des jardins? Bon, à peu près la moitié. Donc, je vais quand même revenir un tout petit peu sur l'origine de ces jardins, parce que c'est important de comprendre le contexte. Quand on a acheté la terre en 79, on arrivait d'un séjour de 3 ans dans l'Ouest canadien. Et c'est pendant ces 3 années-là qu'on a découvert la mainmise de l'industrie agrochimique sur la production alimentaire. Lors de mes premières présentations à des groupes comme ça, je racontais toute notre arrivée dans l'Ouest canadien, puis notre découverte des 25 vaporisations par saison sur les pommiers, puis comment on réagissait à ça, comment on a perçu et senti la toxicité de ces substances-là. J'ai décidé de plus raconter en détail cette première étape de notre implication dans le domaine agroalimentaire, parce que bon, je l'ai tellement raconté souvent qu'à un moment donné, je ne veux pas passer pour un radoteux. Donc, pour vous faire une petite synthèse de la chose, oui, 25 vaporisations par saison, on travaille dans le verger, donc on est en contact permanent avec ces produits de synthèse, fongicides de synthèse, insecticides de synthèse, hormones, engrais foliaires, etc. On fait de l'éclaircissage l'été. C'est une tâche qui consiste à éliminer un certain nombre de fruits des arbres pour créer une densité qui permet aux producteurs d'avoir des fruits de la dimension souhaitée par le marché. Donc, on tire sur des petites pommettes pour les décrocher des arbres, on secoue continuellement les branches. Les résidus de pesticides sont sous forme de poussière toxique qui remontent dans l'atmosphère, on en respire, ça se colle à notre peau, ça brûle, ça chauffe, ça picote, on a des nausées, des étourdissements, symptômes variables selon les produits vaporisés. Donc, on prend réellement conscience jour après jour qu'on vaporise du poison sur la nourriture. Et Diane, qui travaillait au kiosque de fruits et légumes de notre patron, elle vit une situation un peu intolérable, c'est-à-dire que les familles qui sont en congé pendant l'été arrêtent au kiosque, achètent un panier de pommes, un panier de poires, d'abricots, de cerises, de pêche, peu importe. Nous, on sait très bien que ces produits-là, ces fruits-là ont été vaporisés il n'y a pas si longtemps. Les cerises, tu sais, dans les périodes de pluie, les cerises, pour pas qu'elles pourrissent, on vaporise des fongicides très toxiques dessus, peut-être une semaine avant la récolte, parce que le producteur ne veut pas que les cerises développent des moisissures, des choses comme ça. C'est la même chose avec les fraises. C'est des fruits qui sont très sensibles à la pourriture de dernière minute. Donc, on sait très bien que ces fruits-là sont contaminés par des pesticides toxiques. Là, une famille arrive, il achète un panier de cerises, les enfants pognent les cerises, mettent ça direct dans la bouche. Diane ne peut pas dire aux parents, lavez les cerises avant de les manger parce que vous allez empoisonner vos enfants. La patronne est là, à côté. Donc, tu ne peux pas dire ça. La patronne ne le dit pas. Donc, on se trouve à être d'une certaine façon complice de l'empoisonnement de ces jeunes enfants. On sait très bien que les enfants sont beaucoup plus sensibles à la toxicité des pesticides. Donc, on devient complice d'un système avec lequel on est en désaccord total. Plus ça va, plus on est inconfortable là-dedans et on veut trouver une façon de combattre, d'une certaine façon, cette façon de faire les choses. Alors, on décide avec nos économies d'acheter cette terre-ci en 79, en 80.
On est venu s'installer au printemps de bonheur. On a fait notre premier jardin en 1980, que je vous montrerai tantôt. Il faut comprendre qu'à notre arrivée, le plateau sur lequel on a établi nos cultures était consacré aux cultures fourragères, c'est-à-dire qu'il faisait les foins chaque année. Donc, aucun arbre, aucun arbuste. C'était des plantes herbacées indigènes comme on trouve dans les champs au Québec, du chien-dent, un peu de trèfle, un peu d'achillée, de la verge d'argeau, de la sclépiade, de la verge d'or, un peu d'épervière orangée à travers ça. Grosso modo, c'était à peu près les plantes qu'on trouvait sur ce plateau-là. Donc, une biodiversité relativement faible, aucun arbre, très peu d'espèces d'oiseaux, sensiblement toujours les mêmes espèces, des gogelus, des étourneaux, des moineaux, des espèces qu'on rencontre en milieu agricole, dénudées. Alors, on a commencé. Notre idée en arrivant ici n'était pas de développer des jardins ouverts au public. On n'avait même pas pensé à ça. Notre idée, c'était de développer un projet de production de fruits et de légumes biologiques. On voulait vivre en marge de la société parce que déjà à l'époque, j'étais en réaction contre le matérialisme à outrance, contre une société de consommation qui évoluait en fonction d'une économie qui n'apporte pas nécessairement des bénéfices à tout le monde. On le sait de plus en plus aujourd'hui. On est toujours un peu dans le même système, mais la tumeur a pris de l'expansion. Donc, on voulait vraiment... C'était comme un projet de simplicité volontaire. Le terme n'existait pas encore à l'époque, mais c'était vraiment notre idée de vivre en marge de la société, d'essayer d'être autosuffisant, puis de ne pas embarquer dans le système que nous contestions par toutes sortes de façons. Alors, on s'est lancé pour simplifier un tout petit peu notre projet de production. On a décidé de se lancer dans une production de légumes de conservation. La raison pour laquelle on a opté pour cette production-là, c'est que les légumes de conservation se livrent en une seule fois. Donc, contrairement à la formule des paniers que vous connaissez sans doute, on est obligé de faire des livraisons à toutes les semaines. Ça prend un entrepôt réfrigéré pour entreposer les brocolis, les laitues, tout ce qui ne se conserve pas sur de longues périodes. Alors qu'avec les légumes de conservation, il y a vraiment un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de système de conservation réfrigéré, puisque dans une première étape, on va récolter l'ail, les oignons, les courges d'hiver et les pommes de terre. Et ces légumes-là vont tous très bien se conserver dans une grange sur de la terre battue. C'est pas nécessaire de les mettre parce qu'on récolte ça, disons, à partir du mois d'août jusqu'au 15 septembre. Mettons les pommes de terre, 15-20 septembre. Et on a juste à les garder en poche, préparer nos commandes en fonction des commandes reçues. On met ça dans des poches, dans la grange. Déjà, au mois de septembre, la température est assez fraîche. Donc, ça se conserve très, très bien à l'abri des intempéries, dans un endroit qui est bien ventilé, qui est frais, qui est à l'abri du soleil.